Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir au micro de Joyful Return Etouma Aïssi. Femme d'engagement, Etouma est aussi et surtout passionnée par l'éducation et la transmission. À l'occasion de notre entretien, elle revient sur les prémices de cet amour et nous parle également de la 4e édition du Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire dont elle est à l'initiative et qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2022 à Dakar. Vous l'aurez compris, Etouma, c'est une tête bien pleine qui a décidé de contribuer et d'investir à son niveau dans le système éducatif africain. Bonjour Etouma. Bonjour Laurence. Merci de m'avoir invitée et surtout merci pour cette belle initiative. Je la trouve géniale. Écoute, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie parce que je sais que tu es très occupée et que tu es d'ailleurs actuellement même en formation et que tu prends du temps sur ta formation pour répondre à mes questions. Donc ça, c'est cool. Merci, ça c'est parce que c'est important. Parce que parler de ce projet pédagogique, ça me plaît. Ça me plaît de partager dessus et ça me plaît aussi de partager du fait que je me forme pour ça. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, Etouma. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Je suis Etouma ici, je suis éducatrice spécialisée. Et je suis vraiment dans l'éducation depuis un certain nombre d'années. Je suis expat, répat. Finalement, je suis un enfant du pays. Je suis née en Afrique, au Cameroun, d'ailleurs dans un petit village à quelques kilomètres de Yaoundé. Et je suis arrivée en France adolescente. Donc après mon bac, j'ai vécu 5 à 6 ans à Londres, où je me suis beaucoup épanouie dans la communauté afro-caribéenne et aussi dans les mouvements afrocentriques un peu. Donc je suis donc repartie en Afrique après l'Angleterre. Non parce que j'allais dans mon pays, mais non, je suis allée au Niger. Puis étant au Niger, on a fait un tour au Bénin, une excursion plutôt, qui était vraiment géniale et qui m'a beaucoup plu. Bon, ça m'a permis de comprendre où je devais vivre. Alors, où est-ce que tu dois vivre? Dis-nous tout. En Afrique. C'est une bonne réponse. En vrai, t'es un peu chez toi partout. Franchement, je suis chez moi un peu partout. Je suis vraiment chez moi, particulièrement en Afrique au final. Et donc, pour parler de mon expérience de retour en Afrique, elle s'est concrétisée 10 ans après mon premier voyage au Niger. La première fois que j'étais en Afrique après l'Angleterre, c'était en 2001. Et après, 10 ans plus tard, 2011. Donc, toi, tu as toujours su que tu allais revenir sur le continent? J'en étais pas très sûre parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai perdu mes parents. Et c'est pour ça que ma grande sœur est venue me chercher en Afrique. Et l'histoire, c'était de m'éviter bien des situations parce que bon, quand on perd son père brutalement, alors qu'il est jeune, et nous qui étions des jeunes enfants en fait de la famille, donc les grands frères se sont partagés les 3 petits que nous étions. Et donc ma grande sœur est venue me chercher. Et du coup, je suis restée en France. Elle ne voulait pas trop que je rentre au Cameroun surtout parce que bon, écoute, j'ai perdu mon père et ma grande sœur est venue me chercher et ma mère était encore vivante et 2 ans plus tard, ma mère est partie et du coup, elle ne voulait pas trop que je voyage en direction du Cameroun. Mais ça me faisait beaucoup souffrir parce que moi, je savais pas trop, j'avais envie de retourner en Afrique parce que j'avais ce besoin-là. Je suis née là-bas et les moments où j'ai passé en Afrique, c'était vraiment des beaux moments. Je me souviens, j'avais que des bons souvenirs et ne pouvant pas aller au Cameroun, du coup, je suis allée au Niger. Et étant au Niger, nous avons traversé le fleuve Niger pour aller au Bénin. Ça, c'est en 2001. Et ensuite, je suis de retour en France. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans toujours le militantisme parce que je suis une militante de longue date. J'ai milité dans l'association Asiva Serva qui était un centre de recherche sur les valeurs africaines
qui était basée sur Mhm. Paris. Je faisais partie du pôle jeunesse. Je m'occupais de tous les jeunes qui arrivaient. En fait, je suis devenue responsable. L'association étant quand même une association de parents, je me sentais plus à l'aise. Du coup, je suis allée dans une autre association, l'APCK Kwanzaa, où nous avons initié le Kwanzaa des enfants, jumelé avec la fête d'Osiris. La fête d'Osiris qu'on organisait dans la Siva Serva. La Siva Serva, c'était le centre de recherche sur les valeurs africaines. Et dans ce centre de recherche, on a découvert qu'il y avait une fête qui se pratiquait à peu près dans les mêmes zones entre le 25 décembre et le 1er janvier en Égypte antique qui s'appelait la fête d'Osiris. Bah, du coup, ça coïncidait un peu avec la fête du Kwanzaa. On s'est dit que c'est certainement de cette fête-là que s'est inspiré Melona Karenga, qui est à l'origine de l'organisation de la fête du Kwanzaa aux États-Unis. Donc, j'ai milité dans cette association APCK Kwanzaa jusqu'en 2007. J'ai organisé avec donc un groupe de frères que j'avais rencontré auparavant dans une association aussi, Conscience Noire de Malik Hayatou. Voilà, on s'était rencontrés à Conscience Noire en fait avec les frères du Kwanzaa et on a sympathisé, on a décidé de poursuivre notre bonhomme de chemin avec la PCK Kwanzaa. On organisait chaque fin d'année une fête et donc la fête, on a appelé Kwanzaa des enfants, fête d'Osiris. Et dans cette fête, l'objectif, c'était voir vraiment passer une journée récréative autour de l'histoire de l'Afrique, cette histoire de Kwanzaa qu'on racontait à chaque fois aux enfants. Donc, j'ai fait ça jusqu'en 2007. Et puis, bon, après, je suis allée dans d'autres horizons. Et la fête s'est arrêtée. Bon, je pense que j'étais quand même le fer de lance parce que j'étais la seule, en fait, à avoir un jeune enfant dans cette association-là. Et c'est pour ça que, bon, en fait, j'étais vraiment impliquée à 100%. D'accord. Et ensuite, à la naissance de mon troisième enfant, j'ai décidé de retourner en Afrique. Et donc, j'ai créé une association en 2010 et cette association-là s'est transformée en centre éducatif. Étant toujours en France, j'organisais des activités avec des enfants où on se Mhm. rencontrait tous les mercredis et les samedis où moi, je leur apprenais l'histoire de l'Afrique, de ce que je savais. Et j'invitais aussi des personnalités de la diaspora et puis des personnes qui parlaient un tant soit peu de l'histoire de l'Afrique, qui venaient animer des ateliers. Puis on s'est retrouvés finalement à organiser une colonie de vacances en Afrique, au Sénégal, en 2011. Et c'était tellement génial que bah, je suis restée. Et parce que la colonie de vacances était très, très bien passée. Et j'ai noué alors des partenariats avec des écoles sur place. Voilà, au final, j'ai été embauchée par une école en tant que directrice d'école qui s'appelait École bilingue La Moisson. Et dans cette école, en fait, j'ai initié les mêmes activités que je faisais en France. C'était des activités créatives, c'était l'éducation autour du jeu. C'est-à-dire que vraiment, j'utilisais tous les éléments de la nature pour pouvoir permettre aux enfants d'apprendre. Il faut savoir Mhm. que ce qui m'a encouragée à faire ça, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte en colonie de vacances qu'il y avait des enfants nés en Afrique, nés au Sénégal, vivant à Dakar, bah, qui connaissaient même pas leur village et qui connaissaient pas beaucoup de choses de la culture africaine au final. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de me dire sur ta présentation, c'est que on a l'aspect effectivement militant, certes, mais Mmh. il y a toujours eu ce côté, cette recherche de transmission et d'éducation auprès des plus jeunes. Totalement. Totalement. En fait, je me suis pas rendu compte de ça très jeune et au final, quand je regarde mon parcours, je me rends compte que j'ai toujours été dans l'éducation. D'abord, C'est ça. en tant que jeune fille, même dès l'âge de 15 ans, moi, je faisais, du babysitting. Ensuite, j'ai été fille au père et puis quand j'étais dans les associations, j'étais toujours dans le pôle jeunesse et j'étais toujours responsable au final. Je me suis retrouvée à faire une formation commerciale. J'ai fait un BTS, management des unités commerciale qui n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais maintenant, à un moment donné, bon, à mon troisième enfant, je me suis dit, vu les questions que me posent mes deux précédents enfants concernant l'Afrique, et je n'ai jamais de réponse. Et quand ils vont à l'école, ben, ils n'ont pas de réponse non plus, puisqu'on n'apprend pas l'histoire de l'Afrique à l'école en France. Il fallait Mhm. absolument que je fasse quelque chose. Donc le côté militant a pris le dessus et je me suis investie à 100%.
étant déjà en France et après arrivé en Afrique, beh, je n'ai fait que continuer ce que j'avais déjà commencé en France, même si j'ai eu une carrière commerciale quand même qui était aussi riche, j'ai travaillé longtemps chez Cacharel et bah, c'était aussi très bien, hein, avec les Galeries Lafayette, où j'étais jeune, j'aimais la mode et puis, c'était autre chose, ça n'avait rien à voir. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui t'ont, motivée à te lancer et à mettre ce projet-là en place? Beh, les raisons, c'est déjà, parce que moi, j'ai toujours aimé la transmission. Quand je suis arrivée en France, étant donné que j'ai quand même connu l'Afrique, j'avais vraiment envie déjà mes frères que j'avais trouvés quand je parle de mes frères, avec lesquels j'ai grandi, c'était mes neveux et nièces, de la même génération. J'ai toujours, eu envie d'organiser un voyage avec eux en Afrique pour leur faire découvrir l'Afrique parce qu'ils posaient des questions. Donc vraiment, c'était un projet qui m'habitait. Ça m'habitait totalement et voyant que, bah, les parents avaient d'autres projets pour les enfants parce qu'en fait, ils nous interdisaient tous d'aller en Afrique et en plus, la manière dont il nous parlait de l'Afrique, c'était comme si tu dois gagner, enfin, il faut travailler bien à l'école avant d'aller en Afrique, et du coup, bah, c'était quelque chose, ça nous a accrochés. Ça m'a accroché à me dire: «Il faut absolument que je reparte dans cette Afrique que j'ai d'abord aimée, et aussi, dont on nous parle comme s'il faut gagner quelque chose pour avant d'y aller», tu vois? Et donc c'était en fait, ça m'habitait depuis toute jeune, Est-ce que quoi. toutes les origines étaient concernées, en tout cas toutes les origines, subsahariennes, puisque c'est de cette Afrique-là dont on parle? Quand tu dis que, par exemple, on leur interdisait, d'aller en Afrique ou alors, il fallait le mériter, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais particulièrement dans une nation ou un peu, chez tous les Africains? Bon, bah, là, moi, je parle de mon expérience personnelle. À la maison, c'était ça. Donc, D'accord, c'est important de le dire. enfin, maintenant, les autres, je ne sais pas trop. En ce qui me concerne, c'était ça à la maison. Et puis, j'ai cru aussi comprendre la même chose parce que quand je suis devenue très, très proche de la famille Dia, et j'ai cru comprendre que c'était aussi la même chose, en fait. Et au final, ça éveille, en fait, les enfants à vouloir vraiment aller là où on leur dit: «Oui, tu iras, si tu as un bon bulletin scolaire et tout». Ça m'a gardée, éveillée, en tout cas, par rapport à l'Afrique. Et ça aurait pu être autre chose parce que le milieu où je vivais, c'était vraiment un milieu, totalement, dans les Yvelines, à Rambouillet, il y avait pas du tout d'Africains, bon, j'aurais pu me fondre dans ce milieu-là. Oui et t'oublier finalement, ou en tout cas oublier cette origine-là. Ah oui, parce que j'étais fille au pair dans des familles, françaises, et je gardais les enfants français après l'école, ça n'avait rien à voir avec l'Afrique. Cependant, l'association Assiva Serva qu'on a rencontrée entre-temps m'a rappelé qui j'étais parce qu'en fait cette association nous racontait une histoire de l'Afrique à chaque rencontre et dont notamment l'histoire de la fête d'Osiris, et ça m'a reconnectée. Et le professeur, Doukaya, paix à son âme, a été vraiment une des personnes qui m'a beaucoup motivée parce qu'avec lui, on faisait des cours d'égyptologie et il nous a raconté l'histoire de l'Égypte antique, notamment l'histoire de Isis, à Seth. C'était vraiment quelque chose une découverte, et ça m'a tellement renforcée dans mes convictions. Je voulais toujours, être en contact avec, ma communauté, la communauté, africaine, en fait. Et il se trouve que quand je suis allée à Londres, j'ai tout de suite cherché la communauté africaine parce que là-bas, les gens quand même vivent, en communauté, contrairement en France. Oui, l'aspect communautaire est plus assumé et c'est pas forcément un gros mot. Voilà, c'est pas un gros mot, c'est vraiment assumé. Donc j'ai cherché, où trouver la communauté afro, et donc du coup, j'ai plongé dans la communauté afro-caribéenne, donc il y avait, en même temps des personnes des Caraïbes et des personnes africaines, et dans une association qu'on appelait, PACM, Pan African Congress Movement. Quand je suis arrivée, ils m'ont confié encore une fois les enfants, et du coup, comme je faisais de la danse, j'ai commencé à enseigner la danse africaine aux enfants, et bah, et c'est devenu vraiment une grande chose parce que, enfin, ça m'a permis de vivre. J'ai commencé à vivre avec la danse, et je me suis vraiment prise au sérieux, et j'ai quand même créé un groupe de danse, une école de danse, et je donnais des cours de danse dans des écoles, je donnais des cours de danse, En fait, c'est vraiment plus fort que toi. L'éducation te colle à la peau. absolument, tout ce que je peux te dire, c'est que quand on me pose la question, avec du recul, je me rends compte que je n'ai fait que faire ça. C'est dingue, hein? Mmh.
Je n'ai fait que ça depuis tout mon parcours et je me rends compte finalement que c'est ma mission, en fait. Bah, c'est très bien dit, c'est ta mission, exactement. Alors aujourd'hui, donc on va parler plus spécifiquement du Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire que tu organises donc à Dakar le 3 et le 4 décembre prochain. Alors justement, donc on a compris que tu as toujours baigné dans la transmission, l'éducation. Est-ce que tu as remarqué un besoin particulier, surtout sur le continent, de sensibiliser, d'éduquer la jeunesse également par rapport à son histoire? Totalement. C'est ce que je te disais parce que quand en organisant la colonie de vacances en 2011-2012, c'était pendant l'été 2012. J'ai les enfants qui se sont inscrits, il y avait des enfants qui venaient de France, il y avait des enfants qui venaient un peu de partout en Afrique, dont du Burkina Faso particulièrement, dont je me souviens. Il y avait des enfants dont du Sénégal. Je me suis rendu compte que les enfants du Sénégal ne connaissaient pas, déjà le village où on a été. Ils connaissaient pas. Ce sont des enfants qui sont nés à Dakar et qui ne bougeaient pas de Dakar, qui connaissaient même pas leur histoire. Mmh. Ça m'a intriguée et ça m'a vraiment choquée. C'était des enfants qui étaient encore plus difficiles à encadrer lors de la colonie de vacances que les enfants qui venaient de France, qui eux, avant de venir de quitter la France, se sont renseignés sur le Sénégal, connaissaient l'histoire du Sénégal et étaient épanouis dans ce village. Je peux te raconter que les enfants qui habitaient la ville de Dakar et qui se sont retrouvés dans ce petit village de la Somone, ils pleuraient, les enfants du Sénégal pleuraient au départ quand on est arrivé parce que c'était vraiment la brousse, c'était la forêt, alors que les enfants qui venaient de France, ils trouvaient waouh! Ah oui, donc l'adaptation s'est mieux passée pour ceux de l'extérieur que pour les Sénégalais eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et en fait, sur place, c'est ça qui m'a motivée. Que quand j'ai commencé à diriger l'école, et là alors, je me suis vraiment rendu compte que c'était presque général. C'était presque général parce que les enfants au Sénégal, il y en a qui connaissent pas des régions du Sénégal alors qu'ils sont sénégalais. Et du coup, bah, ça a tout simplement, ça m'a motivée à continuer ce que je faisais déjà en France, alors que je pensais qu'il y avait que des enfants de la diaspora qui avaient ce besoin-là, mais Mmh. finalement, des enfants du Sénégal qui, eux, qui sont citadins, vraiment, en avaient besoin. D'accord, je comprends mieux. Après, tu me diras que c'est un phénomène qu'on peut retrouver des fois un peu partout. Ça dépend. On peut être, entre guillemets, bien né et du coup, tu es dans une famille où tu as la chance de pouvoir voyager et qui te permet de voyager, de découvrir du pays. Et c'est vrai que sinon, même des fois, même en France, hein, tu as des enfants qui ne quittent jamais la région parisienne ou qui ne quittent jamais leur ville et du coup ne connaissent rien d'autre que là où ils sont nés, par exemple. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais ça m'a beaucoup surpris par rapport à l'Afrique. Je t'ai convaincue, tu sais, quand tu grandis en France, tu es convaincue que les enfants qui sont en Afrique connaissent mieux l'Afrique que toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vu d'un œil extérieur, c'est vrai. Voilà. Les enfants que moi j'ai amenés de France connaissaient mieux le Sénégal que les enfants qui vivaient sur place. Et du coup, ça m'a beaucoup motivée en dirigeant l'école et avec les programmes qui m'étaient proposés, parce que le curriculum qu'on nous propose pour pouvoir diriger une école en Afrique, c'est un curriculum qui ne correspond absolument pas à la vie des enfants sur place, qui ne correspond absolument pas à l'écosystème, on va dire. Parce que on apprend totalement des choses dont on n'a parfois pas besoin, au lieu d'apprendre justement de tirer sa richesse de son environnement, de sa patrie, de son village, de sa culture. On est en fait dans un genre d'intellectualisation où tu apprends quelque chose peut-être que tu n'atteindras pas. Quand par exemple tu es au Sénégal et qu'on te parle des ours, qu'on te parle du Père Noël, qu'on te parle de la neige et tout, bah, franchement, Oui, c'est bien de le savoir, mais dans les faits, c'est pas ce qui te concerne directement, quoi. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Mmh. ce n'est pas une question de dire que ce n'est pas bon de l'apprendre. C'est bon de l'apprendre pour connaître l'histoire des autres, mais c'est d'abord bien
de connaître ton histoire. Mhm. Et c'est ça qui m'a encouragée, en fait, à maintenir ce que je faisais déjà avec mes enfants et des enfants que j'organisais et que j'encadrais en France. Ça m'a permis de continuer à le faire en Afrique de la même manière parce que ces enfants-là avaient autant besoin d'apprendre de l'histoire de l'Afrique, notamment de l'histoire de l'Afrique tout entière, c'est-à-dire que de toutes les régions. Ouais, bien sûr. C'est vrai que souvent, on n'est pas connectés entre nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est souvent Afrique de l'Ouest versus Afrique de l'Est versus Afrique centrale. Et c'est rarement l'entité Afrique tout entière, quoi. Oui, c'est-à-dire, on nous éduque selon, le pays, hein. On est Mhm. sénégalais, on est fier d'être sénégalais. Il faut te dire que on va facilement s'affirmer en tant que sénégalais, sans même connaître le Sénégal, sans connaître, son propre environnement, plutôt que de s'affirmer africain et donc ça limite l'envie même de découvrir les autres États africains, les autres régions, en fait. Ça limite les enfants. Quand moi j'ai apporté cette dimension-là de connaître l'Afrique en général, notamment quand je dirigeais l'école, il y avait une activité au Sénégal qui est très très courante et qui est très intéressante d'ailleurs. Le Mardi Gras, j'ai invité les enfants à se déguiser selon leurs origines. Et vraiment, c'était riche, très très riche parce que au Sénégal, il y a quand même des enfants qui viennent de tous les pays et donc voir tous ces enfants-là apporter leur culture ce jour-là, c'est extraordinaire et ça permet justement de se questionner. Toi, tu es déguisé, par exemple, en reine éthiopienne. Tu viens d'Éthiopie. Ça te donne envie de raconter l'histoire de l'Éthiopie. Oui, effectivement. Et de mieux comprendre, ouais. Et ça donne aussi envie aux autres de découvrir l'Éthiopie, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et j'ai été très confortée dans ma démarche grâce au manque qui était sur place. D'accord. Avant de revenir sur la présentation donc de ton salon à venir, c'est ce qui t'a motivé à vouloir créer une structure d'éducation pour aller dans ce sens. Totalement, ça dit qu'en fait, la motivation, elle est devenue totale et affirmée. Quand on arrive sur place et qu'on parle d'éducation, on aura toujours tendance à te poser la question, quelle est ta légitimité pour parler d'éducation? Mhm. Mais il se trouve que moi, j'ai été confrontée au fait que moi, en tant que directrice d'école, on me remet un curriculum. On appelle ça le curriculum, c'est-à-dire le plan de comment est-ce que les enseignements doivent être effectués au sein de l'école. Et alors, quand je regarde ce programme, je vois qu'il n'est pas du tout compatible à l'environnement, ni compatible aux besoins directs des enfants. Et donc, ça m'a motivée de me dire qu'il faut que je crée déjà ma propre structure qui va proposer une alternative éducative, c'est-à-dire une autre manière de transmettre. J'ai donc choisi le credo de l'éducation par le jeu. C'est tout simplement parce que ce credo a fait ses preuves. On peut le ressentir dans toutes les pédagogies nouvelles, dans toutes les institutions, même dans le système classique. Quand Mhm. tu regardes à partir de la maternelle jusqu'au CP, c'est l'éducation par le jeu. Et ça fait ses preuves. Et tu vois que les enfants sont bien souvent très épanouis entre la maternelle et le CP. Et quand on arrive maintenant, on en arrive à devoir lire, c'est-à-dire on leur impose une manière de faire où l'enfant va être très épanoui, où l'enfant va se bloquer parce qu'il n'y arrive pas, où l'enfant va être incompris parce qu'il a un peu plus de mal et du coup, la stigmatisation arrive. Et ça appelle maintenant l'échec scolaire. Bon, ça, c'est quand on se situe dans un système, par exemple, déjà épuré comme le système occidental. Là, on va D'accord. chercher des solutions. Mais quand on est en Afrique, il y a trop le système de la méritocratie. Et quand un enfant n'arrive pas à faire, il est naturellement stigmatisé. Et là, ça intervient la violence éducative. Et la violence éducative peut provoquer carrément le refus total d'apprendre, ou encore ça peut totalement bloquer un enfant totalement brillant dans d'autres matières, dans d'autres situations. D'où l'éducation par le jeu, l'éducation créative. Et quand j'ai introduit ça dans l'école que je dirigeais, et c'était ça, j'ai observé que ça a permis à beaucoup d'enfants de commencer à apprécier l'éducation, à apprécier les études. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que j'ai mis en place?
tous les vendredis, parce que le vendredi au Sénégal, c'est un jour assez ouvert. C'est un jour de prière où les musulmans vont à la mosquée et les chrétiens vont à l'église à partir de 15 heures. Et donc, du coup, j'ai occupé la journée du vendredi pour les activités créatives. J'ai mis en place, par exemple, des invitations. J'ai invité un professionnel, un cuistot, qui va arriver, qui va faire des activités de cuisine avec les enfants. Et pendant toute la journée, donc chaque enfant s'active à pouvoir ressortir un mets. Et à la fin de la journée, les enfants sont heureux d'avoir pu faire quelque chose de leurs propres mains. Et ils sont super épanouis parce que ils se sentent importants et ils se sentent utiles. Et ça marchait très bien. Mais il se trouve que mes propres enseignants qui étaient très perdus, parce qu'ils ont été formés à la base par le curriculum, et le curriculum nous donne en fait des cases. On nous dit de septembre, par exemple, à novembre, les enfants doivent apprendre à colorier. Par exemple, je prends les enfants qui rentrent à la maternelle, ils doivent apprendre à colorier la tête de Père Noël, ils doivent apprendre à colorier telle chose. En fait, ils sont dans des cases. Et une fois qu'ils sont dans des cases, même l'enseignant ne sait plus imaginer autre chose. Et donc, ce sont mes enseignants qui sont allés me trahir à l'inspection académique pour dire que, bon, écoutez, nous, on se retrouve avec une dame qui nous dit de faire telle De chose. faire autrement. Et du coup, on m'a envoyé un inspecteur des écoles. L'inspecteur des écoles arrivant, donc un jour où on faisait vraiment des activités créatives, ben, au lieu qu'il soit choqué, mais il était plutôt émerveillé par ce que je faisais. Et du coup, Ça t'a conforté alors dans ton idée que tu étais dans le bon chemin, quoi, sur le bon chemin? totalement, totalement. Et du coup, on est devenus partenaires. Et Génial. donc, c'est pour en arriver à la création donc, du Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. C'est alors avec l'inspecteur Ning, paix à son âme, il est décédé malheureusement lors de l'épidémie Covid. Donc, on a mis en place le Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. Et pourquoi? Tout simplement parce que on n'avait pas la capacité de changer le système avec notre méthode directement. Il fallait qu'on passe par une stratégie. En gros, vous pouviez pas le faire de l'intérieur, c'est ça? Voilà, tu as compris. On ne pouvait pas le faire de l'intérieur et non plus brutalement puisqu'on avait nos propres enseignants contre nous. Donc, du coup, on s'est imaginé faire ce qu'on faisait à l'école à grande échelle. Et c'est comme ça qu'est né le Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. Donc, le 10 décembre 2017, c'est première édition en une journée. Donc, on a en fait installé les mêmes activités qu'on faisait à l'école à la place du souvenir africain à Dakar. Et du coup, ça a donné le Salon international du jouet éducatif à la poupée noire. On a invité tous les acteurs éducatifs, donc les créateurs de jeux éducatifs, les personnes qui faisaient la vente des poupées noires, les personnes qui créaient des jeux éducatifs sur place et des personnes aussi qui étaient déjà en train de faire la promotion de l'éducation par le jeu. Et pendant cette première édition, on a mis en place un panel de discussion sur l'éducation bienveillante. Et quand je parle de l'éducation bienveillante, il faut savoir qu'il y a de la violence éducative en Afrique Ouais, toujours malheureusement. parce que l'éducation bienveillante pour eux, ils se disent oui, un enfant n'a pas la parole, il faut le taper pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Et nos propres enseignants pratiquaient de la violence éducative sur les enfants. On était obligé de frapper du poing sur la table. Moi, je parle la première année, j'ai dû virer 3 enseignants en une période très, 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 très importante. Donc, en plein deuxième trimestre, j'ai dû carrément m'en séparer parce que taper les enfants, Ouais, les méthodes n'étaient pas les tiennes, en tout cas, elles n'étaient pas en phase avec ce que vous essayiez de mettre en place. non, pas du tout. Donc, en fait, le premier panel de discussion a été sur l'éducation bienveillante. Comment pratiquer de l'éducation bienveillante en Afrique? Et donc, éduquer les enseignants à l'éducation bienveillante.
C'est intéressant parce que tu as dit que tu as fait appel à d'autres personnes qui étaient dans ce style d'enseignement-là, d'autres professeurs, d'autres intervenants. Ça veut dire qu'il y avait déjà du monde qui était dans cette optique-là de l'éducation positive, l'éducation par le jeu. Vous n'avez pas eu de soucis à trouver justement des partenaires? En fait, on a pas mal de structures, en fait. On a des structures, notamment la structure pour laquelle j'ai travaillé par la suite. C'est une structure qui s'appelle Imagination Africa. C'est une sœur afro-américaine qui a mis cette structure en place. C'était un grand centre éducatif. Et ce grand centre éducatif pratiquait les mêmes techniques d'éducation bienveillante, mais sauf qu'en fait, ils ont transposé ce ils appellent aux États-Unis American Museum. Et American Museum, en fait, on appelle ça, c'est une maison de jeu, en fait. Et c'est une maison où les enfants vont pour apprendre par le jeu et ils apportent aussi des jeux en enrichissant, en fait, ce qui est déjà sur place. Et c'est vraiment une structure qui m'a énormément apporté. Et donc, quelque part, c'était d'emblée des partenaires. Sur place, il y a beaucoup de personnes qui ont des initiatives, mais qui ne peuvent pas être vulgarisées, tout simplement parce que le système nous impose un curriculum. Et ce curriculum-là, tu ne peux pas en même temps l'appliquer et en même temps expérimenter autre chose. Et c'est très compliqué parce qu'on vous donne des limites du temps. Mais dans l'établissement que je dirigeais, j'ai réussi à le faire parce que je me suis d'abord penchée avec l'inspecteur Ning qui, lui, avait vraiment beaucoup d'expérience parce que il faut dire que c'était un inspecteur déjà à la retraite et c'était un inspecteur qui a participé à l'édition des livres qu'on utilise à l'école au Sénégal. Donc, du coup, il connaissait très, très, très bien le système. Ce que moi, je faisais dans la pratique, c'est ce qu'il a toujours voulu faire quand il était en activité en tant qu'enseignant. Mais il n'a pas réussi à le faire parce qu'il était de l'intérieur du système. Et c'était compliqué pour lui d'appliquer autre chose. Et il a créé un centre où il formait déjà les enseignants qui devaient avoir le diplôme qui leur permet d'enseigner. Ça nous a facilité la tâche parce que d'abord, nos enseignants ont commencé à se faire former par l'inspecteur à l'intérieur de son centre à des méthodes d'éducation bienveillante et ce qui a marché très, très bien et très vite. Alors, pour rappel, j'en ai profité pour regarder. Un curriculum, ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est un ensemble de savoirs qui a pour objet pratique la construction méthodique d'un plan éducatif global ou spécifique reflétant les valeurs et les orientations d'un milieu et devant permettre l'atteinte de buts prédéterminés de l'éducation. C'est juste pour bien comprendre ce que tu entendais par le mot curriculum. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on vous remet en tant qu'enseignant, en tant que Mhm. directeur d'école. C'est en fait un genre de canevas. C'est le fil rouge, quoi, à suivre. C'est le fil rouge, c'est à suivre, c'est imposé. En ce qui concerne l'Afrique, c'est ce qui a été établi dans les temps coloniaux. Oui, c'est ça. Donc pour l'Afrique francophone, c'est souvent la France, le repère, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et le repère, tout connaître de la France, aimer la France, euh, euh, enfin, En fait, on fait un copier-coller, comme tu le disais tout à l'heure, sans forcément regarder si ça correspond à l'environnement de l'élève et si ça fait écho ou pas, quoi. voilà. Moi, je préfère vraiment prendre des exemples basiques. Les exemples basiques, Père Noël, je n'ai rien contre Père Noël. Non, mais je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, à 100%. Quand un enfant habite en Afrique et le Père Noël vient le visiter en décembre en Afrique, bah, il y a certainement pas de Noël, il y a certainement pas de neige, il n'a pas forcément pas besoin de porter le Moi, je suis manteau. d'accord. Donc quand il va arriver, il aura trop chaud. Bah, écoute, bon, je sais pas, Mais je c'est ça. c'est une Où est-ce qu'il va caricature, ranger non? ses rênes et tout, ma? Il n'y a pas de place. Enfin, Voilà, je veux tu vois? dire, ça va pas le faire. C'est ça. Donc logiquement, on ne devrait pas mettre ça dans le système éducatif africain. Ouais, c'est vrai. La chance qui a été la mienne, c'est que et je vais lui faire la pub, et j'ai rencontré un jeune qui a créé un concept de Mama Noël. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Mama Tinga Tinga. Ah non, pas du Mama tout. Tinga tu devrais l'interviewer parce que vraiment il est très intéressant. Donc en fait, il a créé un concept de Mama Tinga Tinga et moi j'ai décidé d'utiliser Mama Tinga Tinga dans mon école. Mama Tinga Tinga, en fait, c'est l'idée que c'est une maman Noël, c'est la copine de Père Noël qui, elle, vient chercher les cadeaux des enfants africains chez Père Noël pour aller
distribuer pour que ça fasse un peu, pour qu'on puisse être quand même dans une logique. euh, Ah, je suis en train de regarder. Alors, c'est la Mère Noël africaine. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai utilisé ça à C'est l'école. Et ça, génial. c'est ça qui a amené les enseignants de mon école d'aller me trahir, en fait. Mais par contre, les enfants étaient scotchés. Ah oui. Et il y a même une chanson. Moi, j'ai utilisé ça chaque année pour décembre. Et c'était vraiment génialissime. Génialissime. Non, mais c'est excellent. Oui, tu vas voir, c'est très intéressant. Et moi, j'ai utilisé donc ce système-là en me disant que, bon, écoute, ça ne sort pas du cadre, on reste dans le thème. Maintenant, il faut adapter pour que les enfants n'aient pas un changement brutal, mais que ça soit Qu'ils logique. puissent s'y retrouver. Voilà, mais qu'ils puissent s'y retrouver parce que nous sommes Ouais. en Afrique. Et aussi, l'objectif aussi, c'est qu'ils puissent connaître un peu les choses de l'Afrique. Tu vois, et la mère Noël, elle a des calebasses, elle vient avec des bonbons dans le calebasse, elle vient avec des cadeaux, certainement des cadeaux fabriqués en Afrique, des cadeaux qui parlent aux enfants. Bon, la poupée noire, ben voilà, il y a une certaine identité mise dessus. Et donc, voilà, tu vois. Oui, je vois ça. Je vois qu'il y a des activités incluses, un album illustré, une calebasse, une étoffe de wax et un guide. Donc effectivement, il y a des éléments culturels africains qui sont associés à cette maman Noël. Totalement, totalement, totalement. Et donc voilà, c'est très riche comme concept. Et donc, tout ça rejoint l'idée du Salon international du jouet éducatif et la poupée noire. Parce que quand on regroupe tout ça, c'est là on se rend compte que il y avait vraiment un manque. C'est pour ça quand on se définit, on se dit c'est la première plateforme d'Afrique noire francophone qui réunit les acteurs éducatifs autour du jeu, la culture et l'identité. Parce qu'à l'intérieur du Salon international du jouet éducatif et la poupée noire, on va trouver dedans l'éducation ludique, on va trouver la culture, on va trouver l'identité, et l'identité à travers la poupée noire. Justement, on va parler sans transition de la poupée noire parce que tu en as touché un mot un petit peu avant. Et c'est vrai que c'est un pan bien spécifique du salon puisque on rappelle le nom, hein, Salon international du jouet éducatif et de la poupée noire. Et cette notion de poupée noire, elle a une importance toute particulière, notamment en termes de représentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Etouma? En tant que directrice d'école, il fallait que je puisse faire des cadeaux aux enfants à la fin de l'année. Tu sais un peu comment ça se passe dans toutes les écoles. Ouais. Et je me retrouve sur un marché sénégalais à chercher des jeux éducatifs pour les enfants. Et je me rends compte que les petites ont fait la commande de la poupée. Et toutes les poupées qui étaient sur le marché, c'était des poupées blanches. Et alors qu'on était au Sénégal. Et mais je suis sidérée et je me vois pas en train d'acheter des poupées blanches aux enfants, aux petites filles noires en Afrique. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée, en fait. Oui, mais c'est drôle parce que tu vois, justement, Vas-y, tu dis-moi. viens de France. En France, déjà, c'était compliqué de trouver des poupées noires. Finalement, c'est que récemment qu'on arrive qu'il y a un vrai marché, que ça se C'est ça, développe, c'est ça. etc. Donc, là aussi, tu pensais qu'en Afrique, c'était différent? Moi, j'étais convaincue parce que personnellement, en tant qu'enfant, j'ai joué avec. C'était pas la poupée noire en tant que telle, mais c'était. Je fabriquais ma propre poupée avec des plantes là. Je saurais comment t'expliquer. On a arraché Mhm. un truc. C'était une plante qui avait beaucoup de cheveux en fait, et on la tressait, on l'habillait. Et je n'ai pas été du tout en manque de ça. C'est-à-dire que c'était des jeux que moi-même je fabriquais de mes propres mains. C'est parce que j'étais enfant étant en Afrique. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je pensais qu'au Sénégal, ça va être pareil. Mais j'arrive au Sénégal, la majorité des enfants qui ont des poupées, c'est des grosses poupées blanches. Et des poupées blanches, ce ne sont pas toujours des plus belles. C'était toujours des poupées qui manquent une dent, la représentation d'une vieille personne en poupée. Tu vois un peu? Mais parce que c'était des vieilles poupées, ou enfin, c'était des secondes mains, ou la poupée de base, il lui manquait une dent? La poupée de base est conçue, en fait, c'est une vieille personne qu'on a fait, qu'on a. Alors ça, excuse-moi, Thomas, j'ai jamais vu ça. Sérieux? Ben, je t'enverrai la photo d'une poupée. Et donc, là, d'une des poupées que moi j'ai trouvées au Sénégal et qui m'a choquée totalement. Et d'ailleurs, Bah oui. qui a été offerte à ma fille à l'école. Ah, On lui a offert cette poupée et elle a pleuré, elle a jeté. bah tu m'étonnes. La poupée, elle était moche. Ce n'était même pas une Barbie, hein. C'est quel traumatisme, ça? Tout ce que je peux te dire, c'est que ça l'a traumatisée. Bon, voilà, ce sont des motivations, mais entre autres aussi, on se rend compte que plus il y a la poupée noire, l'enfant peut s'identifier à cette poupée-là.
Et parce qu'elle se reconnaît à cette poupée, elle va pas avoir, à refuser, qui elle est. Et je ne sais pas, tu connais, le fameux test, qui date De la des années poupée 50 noire, de la poupée noire où les enfants noirs pour bien faire sûr. choisir une poupée blanche alors qu'ils ont le choix. Donc quand tu arrives au Sénégal en plein 21e siècle et que tu te retrouves avec le même schéma, on s'est dit: «On va rajouter ce côté, quand même pour rappeler aux gens que, c'est important» et surtout quand on a des combats tels que les combats de la dépigmentation de la peau, on s'est dit: «Ça pourrait peut-être venir de là». Ou l'acceptation même de ses cheveux, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Mais moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça m'était impossible en tant que directrice d'école d'offrir une poupée blanche à un enfant noir qui vit en Afrique. C'était difficile pour moi de comprendre, d'autant plus que j'ai participé en tant qu'animatrice au salon de la poupée noire de Rosine Mondor à Paris en Ah, 2011. ben j'allais t'en Voilà, parler en plus. Bah, super. j'ai pu animer un atelier avec mon centre éducatif là-bas et il y avait beaucoup de poupées, il y avait beaucoup de choix. C'est vrai que le temps qui m'était imparti était assez court pour pouvoir en commander, mais il était hors de question que moi, en tout cas, en ce moment-là, j'offre une poupée, Barbie aux petites, africaines, alors que je voyais déjà la problématique qui était sur place, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, alors moi j'ai pas de fille, mais je pense qu'aujourd'hui quand tu as une jeune fille ou un, voilà, tu as moins de difficultés à trouver et à acheter des poupées noires et c'est comme tu dis, c'est une très bonne chose. J'ai quand même une poupée noire à la maison d'ailleurs que je t'ai achetée puisque Ah tu en OK! proposes. Mmh, c'est ça. Ouais, je l'ai acheté, je sais pas si je peux le dire, au centre Panaf à l'époque, Oui, au Bénin. bien sûr, au Voilà. Bénin. Oui, bien sûr. Et une des particularités d'ailleurs, ce que j'aimais beaucoup avec tes poupées, c'est qu'elles représentaient tout un personnage historique. Alors je sais plus, je crois que moi j'ai pris Winnie Mandela. Voilà, donc là, c'est ma marque de poupée, en fait. C'est ma marque de poupée noire. Donc c'est Nubians Dolls. En plus de la poupée, tu fais aussi des jeux? Oui, je fais des jeux. La spécificité de ma marque de poupée, c'est qu'elle raconte l'histoire des reines d'Afrique. En fait, chaque poupée représente une reine d'Afrique et donc elle est vendue avec l'histoire de la reine. Et on essaye aussi l'arranger telle que s'habillait la reine C'est ça. avec tout ce que ça comporte comme, structure, culturelle. Par exemple, il y a Ascentewa, on va la voir habillée comme, la Ya Ascentewa du Ghana, comment elle s'habillait. On va, lui mettre des bijoux qui correspondent aussi, à son ethnie. Mais c'est ça qui est super. Même au niveau du maquillage et les coiffures, elles sont tressées aussi. Voilà, des belles coiffures africaines. Bon, l'idée, c'est de guider les parents, en fait, de tout ce qu'on peut faire avec une poupée et ce que ça peut représenter pour un enfant. On a des témoignages où les parents nous envoient la photo de l'enfant qui est scotché à l'histoire qu'on vient de lui raconter et qui veut ressembler à sa reine. Waouh. Donc, c'est très intéressant et par la grâce de Dieu, on aura bientôt les rois aussi. Ah, ben ça c'est super. Ça arrive. Pour mon garçon, je cherche des rois africains. Eh oui. On aura des rois éventuellement cette année. On est sur Facebook. Nubians Dolls. Nubian Black Dolls. Nubians Dolls. Très bien. Ben, je remettrai toutes les informations en lien. Et pour les jeux éducatifs, Les jeux éducatifs, tout est vendu sous la bannière de Nubians Dolls. Donc, les jeux éducatifs, nous en avons déjà créé 2 et peut-être le troisième va être finalisé. Comme nous n'avons pas encore lancé ça sur le marché, je n'oserais pas donner le nom ni le jeu en soi. il n'y a pas de problème. Mais tu sauras en parler le moment venu. Je n'en doute pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu as parlé rapidement de Rosine Mondor et tu expliquais que tu avais eu l'occasion de participer à un de ces salons en France. Et justement, c'était une de mes questions, puisqu'en fait, il existe un salon de la poupée noire qui existe depuis plus de 10 ans, initié par Rosine Mondor. Est-ce que forcément, ça t'a aussi un peu inspiré, puisque tu dis y avoir participé? Et surtout, Complètement. est-ce qu'on pourrait voir une certaine association un jour entre la France et le continent africain et faire quelque chose d'encore plus grand? Complètement, parce qu'en fait, Rosine, aussitôt que j'ai eu cette idée, dès que j'ai inclus la poupée noire, j'ai contacté Rosine
pour qu'on puisse le faire ensemble, mais elle se sent pas encore à l'aise de pouvoir venir faire quelque chose en Afrique. Donc moi, je lui ai demandé aussi si on peut faire ensemble, mais elle est en réflexion par rapport à ça. Mais par contre, j'ai aussi une amie qui fait dans les poupées noires. Elle est en Angleterre. Par contre, elle est plus disponible pour pouvoir accueillir le salon en Angleterre. Et on verra comment ce serait possible. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir faire ce salon dans toutes les capitales africaines et progressivement, quoi, tu vois. C'est la crise Covid qui nous a un peu stoppé. On a fait quand même, on l'a organisé au Bénin en 2019. Mhm. J'avais une autre question par rapport à tout ça. Quelle est la place, tu sais, du Made in Africa dans les jeux éducatifs? On sait qu'il y a quand même pas mal de Made in China. Est-ce que l'Afrique arrive à s'imposer et arrive à produire aussi en local des jeux éducatifs et des poupées africaines? Honnêtement, je te dis, j'étais tellement surprise à la première édition. J'étais surprise. Je ne savais pas qu'il y avait autant de créativité en Afrique. Je ne savais pas. Mais aussitôt que la première édition, mais j'étais impressionnée de voir le monde envahir l'espace. Il y avait tellement des jeunes qui m'ont contacté pour pouvoir avoir des stands, qui créaient des jeux éducatifs. Mais j'étais surprise et choquée. Il y en a plein. Et là, cette année, on va en avoir plein. Je t'enverrai quelques photos des jeux éducatifs créés sur place, mais qui cherchent, en fait, ce sont des personnes qui cherchent à pouvoir produire À grande échelle? à grande échelle. Et c'est juste une question de moyens. Mais il y en a plein et des jeux intéressants les uns comme les autres. Et tu peux même pas t'imaginer à quel point. On aura cette année un jeune qui nous vient de la Guinée, qui nous propose un jeu éducatif qui est très intéressant. On a au Sénégal pas mal de personnes qui nous proposent d'autres jeux éducatifs. Vraiment, on a une pléthore de créateurs de jeux éducatifs sur place avec un matériel approprié, du bois ou encore certains qui font ça tout simplement. On a Alifa qui fait vraiment des jeux éducatifs qui les produisent avec le format puzzle et consorts. On a on a beaucoup de créativité, hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que parfois, on est très, très surpris de voir ce qui se fait déjà. Bah, c'est top. Après notre entretien, Touma, tu me fais penser, je t'envoie la liste pour préparer le Noël de mon fils. D'accord, ok, no problème. Bah oui, tant qu'à faire. Attends, je veux dire, je vais aller à la source là. Ok, super. En tout cas, il y en aura plein de jeux au Sénégal, plein, plein, plein. Bon, bah ça, c'est chouette. À défaut de pouvoir venir, je te laisse me préparer un petit colis. Ok, no problème. Bah écoute, on arrive un petit peu à la fin de notre entretien qui était super intéressant. Vraiment, je tenais à te remercier à nouveau. Quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de se dire et par rapport à ce salon à venir? Mais par rapport à ce salon à venir, déjà, bon, il faut savoir que le thème cette année, c'est autisme, troubles de l'attention, dyslexie. Quelle solution en 2022? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'enfants sont atteints de ces pathologies en Afrique. Que faire pour qu'on puisse en parler? Comment, quelle structure mettre en place pour pouvoir accueillir ces enfants qui sont de plus en plus nombreux dans notre société. Donc, vraiment, ce serait vraiment presque mon mot de la fin parce que tu vois, comme tu peux entendre là, les personnes commencent à s'installer dans la classe pour le nouveau cours. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que notre but en créant le salon du jouet éducatif et la poupée noire, c'est parce que nous voulons apporter une alternative éducative en Afrique. C'est clair, ce n'est pas, ça dit qu'il n'y a pas de détour dessus. Nous voulons apporter un nouveau système éducatif et nous voulons y aller progressivement en présentant des outils clairs, des outils locaux, des outils efficaces qui ont fait leurs preuves pour que le système éducatif africain puisse s'appuyer en fait sur sa richesse pour pouvoir former des enfants qui sont compatibles à l'environnement dans lequel ils vivent. Très bien. C'est une très belle chose de savoir que c'est inclusif et que vous avez pensé aussi à mettre les personnes qui souffrent de handicap, surtout sur le continent, parce que c'est déjà
très difficile partout dans le monde d'avoir un enfant handicapé, mais je pense à plus forte raison en Afrique où le manque de structure est criant, le manque de prise en charge est criant. Donc vraiment bravo en tout cas à vous d'avoir pensé à aussi les prendre en compte à travers ce salon. J'attends beaucoup de ça parce qu'en fait, au Sénégal, j'ai expérimenté cela à l'intérieur de Imagination Africa, où j'ai pu m'occuper des enfants, comme on les appelle généralement, atypiques. Et apparemment, il y a des structures qui se développent de plus en plus. Et pour te dire vraiment, mon projet de cœur, c'est de pouvoir mettre en place une école inclusive qui puisse accueillir tous les enfants avec toutes sortes d'handicaps et aussi des enfants, entre guillemets, mis de côté dans notre système, dans ce système qui exclut malheureusement. C'est un super projet et j'espère que tu auras l'occasion de le mettre en place. Et j'ai hâte en tout cas de voir tout ce que tu prévois de faire. Inch'Allah, comme on le dit au Sénégal. Je te souhaite tout plein de bonnes choses. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je vois qu'il y a beaucoup de bruit déjà là. Écoute, je te félicite en tout cas pour cette initiative qui est très bien. Merci. Tu as une magnifique voix et vraiment cette initiative doit être pérennisée parce que franchement, je la trouve géniale. Et le fait d'interroger des personnes quand même qui ont fait un retour sur le continent, c'est important d'avoir des avis, d'avoir des expériences des uns et des autres afin que ça donne le courage à d'autres de pouvoir se déplacer. Et surtout de casser les clichés parce que tu vois, entre ce qu'on imagine, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu pensais qu'au Sénégal, c'était comme ci, comme ça. Et puis en fait, la réalité, elle est tout autre. Et ça, c'est un des points qui revient le plus souvent. Et je trouve que c'est bien de déconstruire ces choses-là parce que ça permet à ceux qui n'ont peut-être pas encore fait le voyage retour et qui peut-être ne le feront jamais, mais au moins de se dire que c'est pas forcément ce qu'ils pensent ou ce à quoi ils s'attendent et que voilà, il y a plein de choses aussi qui sont tout autres en Afrique et qui ne sont pas forcément comme on le pense. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui te remercie vraiment et puis je te souhaite encore tout plein de bonnes choses. De toute façon, je mettrai toutes les informations concernant le salon, je le rappelle, donc c'est le 3 et le 4 décembre prochain à Dakar. Ce n'est que la reprise pour encore tout plein d'autres salons si Dieu le veut. Merci beaucoup, on l'espère. Merci Etouma. À très bientôt, merci beaucoup Laurence. À très bientôt, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, @JoyfulReturn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.